Seules les personnes en bonne santé contribuent à la croissance de la productivité qui, à son tour, améliore les résultats économiques et concourt au développement durable d'une nation. Bonjour à tous et bienvenue à Nature Santé. Plusieurs études démontrent que le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez la femme. Peut-on guérir du cancer? C'est une grande question qui aura certainement la réponse avec le Dr Nadi Stéphane qui est notre consultant. Bienvenue à tous. Nous sommes de retour en plateau et nous sommes en compagnie de notre consultant, le Dr Nadi Stéphane. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de Nature Santé. Je l'ai dit à l'entame, nous parlons du cancer du sein. Peut-on guérir du cancer du sein? Est-ce qu'on peut déjà faire la définition du cancer du sein et nous donner un pronostic en termes de pourcentage? Bonjour à vous. Effectivement, le cancer du sein, il est défini simplement par une tumeur, c'est-à-dire c'est une boule qui apparaît dans la glande mammaire, c'est-à-dire c'est le sein. Et c'est une tumeur qui est maligne. Elle est maligne parce qu'on définit des tumeurs bénignes par des tumeurs qui ne sont pas dangereuses et les tumeurs malignes par celles qui sont vraiment dangereuses, qui causent la mort. Alors, le cancer du sein, c'est juste cette tumeur-là qui apparaît dans le sein, qu'il soit gauche ou droit, qui est diagnostiqué souvent simplement par la palpation du sein. Et la confirmation du diagnostic se fait bien sûr au laboratoire, par la biopsie. C'est-à-dire, bien avant de revenir à l'examen qui nous permet de détecter le cancer du sein de manière précise, est-ce qu'on peut avoir un diagnostic sur le plan mondial? Oui, on a un diagnostic certainement, simplement par la palpation. La palpation nous donne une orientation diagnostique. Je veux dire un pronostic, voilà. Concernant le pronostic, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. 60% des cancers atteints chez les femmes, on parle de cancer du sein. Alors, c'est un cancer non seulement qui est fréquent, mais qui peut se guérir et selon le stade d'évolution de la maladie. D'accord. Et là, nous allons parler maintenant du diagnostic, un examen qui nous permet de déceler le cancer de manière précise. Alors, de manière précise, le seul examen, c'est l'examen anatomopathologique. C'est-à-dire, c'est un examen qui est fait à partir d'une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de tissu de la boule observée ou constatée, et ça s'analyse au laboratoire. Ça nous donne la qualité et la quantité des cellules qui définissent le cancer, des cellules dont la multiplication est anormale. Et c'est à partir de là qu'on a un diagnostic précis. D'accord. Dans la majorité des cas, le cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années avant de se révéler. Alors, quels sont les signes qui peuvent alerter? Alors, le premier signe d'alerte, c'est l'observation d'une boule dans le sein. C'est pourquoi des sociétés demandent, des sociétés savantes, je veux dire, ou des organisations, demandent à ce que la femme elle-même arrive à faire un diagnostic précoce. C'est-à-dire observer qu'il y a une anomalie sur le sein. C'est-à-dire dans la palpation avec les 3 doigts les plus grands, où la pulpe des doigts permet de toucher votre sein de manière circulaire, et dans toutes les parties du sein, ça vous permettra de pouvoir identifier une boule. Une fois que la boule est identifiée, allez voir un spécialiste pour un diagnostic plus précis. D'autres signes, c'est qu'on a au niveau du mamellon, du liquide qui peut produire lorsqu'on le pince légèrement, ou bien du sang même qui peut produire lorsqu'on le pince légèrement. Voilà les signes d'appel qui permettent de voir un diagnostic et emmener à un diagnostic définitif et précis. Alors pour celles qui ne font pas l'autopalpation et qui se retrouvent un bon matin, vous l'avez dit, avec du liquide au bout du sein, est-ce qu'on n'est pas déjà à un stade avancé de la maladie? Ben, pas forcément. Pas forcément, parce que le stade n'est pas forcément physique. Il ne s'observe pas de manière physique, mais plutôt de manière biologique. Donc, même si elles ont du liquide au bout du sein, il n'est pas tard, il n'est pas forcément trop tard. Parce que plus vite vous allez voir un spécialiste et qu'on fait un diagnostic précis, mieux on se soigne et mieux on guérit. Alors, comment se fait le traitement du cancer? Alors, le traitement se fait d'abord par traitement médicamenteux, traitement médicamenteux avec la chimio, avec des corticoïdes et tout cela. On a aussi un traitement chirurgical, c'est-à-dire on fait une exérèse, c'est-à-dire on prend la partie concernée où il y a la boule et on enlève simplement la boule, tout en prenant soin d'être sûr qu'il n'y a pas une expansion de cette tumeur-là. Et puis aussi aujourd'hui, on a des traitements naturels qui nous
permettent de pouvoir renforcer l'immunité et la force physique, la condition physique de la patiente lorsque cette maladie-là est en train de l'asthénie sévère. D'accord. Alors là, le traitement dépend du stade d'avancement du cancer. Oui, il dépend du stade. D'accord. Alors ce matin, nos téléspectateurs ont bien envie, nous avons envie de leur communiquer de l'espoir. D'accord. Il y a forcément des femmes atteintes de cancer du sein qui nous suivent ce matin. Est-ce que le cancer du sein se guérit? Oui, il se guérit. Que ces femmes-là soient rassurées. Il se guérit parce que c'est vrai l'un des cancers les plus observés chez les femmes, mais c'est aussi un cancer qui se guérit assez rapidement. Aujourd'hui, on a une très bonne évolution de la médecine qui permet non seulement de faire un suivi permanent, et puis, je veux dire, des traitements efficaces, et puis des suivis post-traitement qui permettent d'éviter que le cancer revienne encore chez ces femmes-là. Donc, si elles ont le cancer, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles s'approchent vers un spécialiste et qu'elles acceptent, bien sûr, l'observance du traitement. Je pense qu'elle n'ait surtout pas peur. Qu'elle n'ait pas peur, bien sûr. On va terminer avec des conseils. Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord d'avoir un mental assez positif, surtout pour les femmes. Le deuxième conseil, c'est de pratiquer soi-même l'autopalpation. Ce n'est même pas compliqué. Vous n'avez qu'à prendre vos doigts et toucher vos seins de manière circulaire lorsque vous partez vous doucher. Parce que vous vous douchez au moins 2 fois par jour. Donc au moins 2 fois par jour, vous pouvez palper les seins. Est-ce que l'autopalpation se fait à tout bout de champ? Ça se fait de manière volontaire, tant qu'on peut, tant qu'on veut. Il n'y a pas une période pendant le cycle menstruel qui est favorable? Il n'existe pas de période. C'est vrai que pendant la phase d'ovulation, il existe je veux dire, de l'embonpoint de la poitrine, mais on arrive facilement à distinguer une tumeur, une boule lorsqu'on palpe. Voilà. Donc qu'elles arrivent à s'auto-palper, ça permet de prévenir le plus rapidement le cancer et de faire une prise en charge meilleure. Voilà qui est bon à savoir. Merci infiniment, Dr Nadi Stéphane, d'être passé sur notre plateau. Nous allons tout de suite aller pour la deuxième phase de cette émission. C'est la rubrique où nous mettons en lumière des fruits et des légumes. Et aujourd'hui, nous parlons du petit cola. Certainement que vous avez entendu parler de ce petit aliment-là, on va le dire ainsi, qui a un goût amer. Mais lorsque vous allez aujourd'hui découvrir ses bienfaits, vous allez tout de suite oublier le goût amer. C'est parti. Le petit cola. Le Garcinia cola, plus communément appelé petit cola, est une petite noix qu'on ne présente plus sur le continent africain. Les bienfaits du petit cola sont très nombreux et il est surtout apprécié pour le rôle qu'il joue dans la bonne santé des individus. C'est un ingrédient dans la confection de nombreux médicaments. Voici plusieurs vertus de ce petit fruit miraculeux. Mangé à l'état naturel ou utilisé comme un ingrédient pour différents types de médicaments, le petit cola participe à la guérison ou au soulagement des personnes souffrant de plaies de ventre, plaies curables, ulcères de Burili, maladies de sang, cancer, hypertension artérielle, glaucome, paludisme, rhume de poitrine, infections opportunistes associées au VIH, maladies bucco-dentaires, arthrose, etc. Sa consommation régulière, 2 noix par jour, est extrêmement bénéfique pour rester en bonne santé. Le petit cola ne se contente pas de traiter les maladies bucco-dentaires, il agit également sur la laine du mangeur et la rend plus fraîche. Il soulage plusieurs problèmes spécifiques aux femmes. Il s'agit de kystes ovariens, des fibromes de la salpingite ou trompes bouchées qui posent de nombreux problèmes à celles qui veulent avoir des enfants et des règles douloureuses qui rendent régulièrement la vie impossible aux femmes. Les bienfaits du petit cola relèvent du miracle. Le Garcinia cola, un véritable aphrodisiaque, ce fruit est surtout réputé pour sa capacité à booster l'appétit sexuel. Bien qu'il puisse agir sur les femmes, ses effets sont particulièrement spectaculaires sur la libido des hommes. En plus, il est naturel, d'où l'absence d'effets secondaires indésirables. Les hommes ne peuvent qu'apprécier les bienfaits du petit cola. En effet, il tonifie la virilité et redonne de la vigueur.
Il guérirait même l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, la zoospermie et l'oligospermie. Le petit cola est une noix qui est très appréciée par les individus car il leur procure une bonne santé. Cependant, il peut être dangereux pour les femmes enceintes car il contient une grande quantité de caféine qui n'est pas bon pour la femme ni pour le bébé. Le petit cola est un très bon allié pour la santé, mais à consommer avec modération. Deux petits colas maximum par jour. 2. Voilà, merci beaucoup. Et là, nous partons pour recevoir un docteur, un coach. Avec lui, nous allons parler des hépatites virales. C'est un spécialiste des maladies virales. On part pour le jingle et on revient. Coach Bonaventure, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes coach en bio, santé, nutrition. C'est exact. Spécialisé dans le traitement des maladies virales et gynécologiques. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites virales. C'est quoi une hépatite virale? Merci. L'hépatite virale, c'est une inflammation du foie qui est généralement causée par une infection à un virus et parfois aussi par l'alcool ou par une intoxication par un médicament ou par un produit chimique. Quels sont les différents types d'hépatites qu'on a? Nous avons au moins jusqu'à 5 types d'hépatites qui sont subdivisés en 2 grands types. L'hépatite A et E, qui sont généralement transmissibles par la voie oro- et fécale. L'hépatite B et C et delta et le D, qu'on appelle généralement l'hépatite delta, sont généralement transmissibles et transmises par la voie sexuelle, par la voie sanguine, par la voie parentérale. Et quand on parle de voie parentérale, on fait allusion à quelqu'un peut-être de la famille qui développe déjà la forme chronique de la maladie. Et peut-être c'est le père ou le fils. Et puis, voilà, et puis ils sont aux petits soins de ce dernier. Et là, déjà par la salive, par même le contact répété, déjà la personne peut facilement avoir le virus. D'accord. Et là, on a les différentes causes. Comment ça se manifeste? L'hépatite virale, déjà, c'est une maladie du foie. Et quand le virus entre en contact avec le foie, ça vient se loger dans les cellules du foie, qu'on appelle généralement les hépatocytes. Et quand ces virus viennent se loger dans les hépatocytes, ça commence à se multiplier. Et de là, le système immunitaire de l'organisme commence qui généralement est qui vient à la défense de l'organisme, vient maintenant détruire ces cellules-là qui sont infectées. Et c'est là maintenant qu'on parle d'inflammation du foie. C'est comme ça, c'est par ce canal-là que le foie commence à être inflammé. Et suite à ça, généralement, quand c'est comme ça, il y a une évolution, d'accord, de la destruction du foie. Parce que le foie commence à être détruit de cette manière-là. Parce que ces cellules-là, en général, sont des cellules qui protègent en quelque sorte le foie. Et de là, quand le foie commence à être infecté ou quand le foie commence à être attaqué, le foie commence à perdre ses fonctionnalités. Vous voyez, et de cette manière-là, la personne même qui souffre de cette maladie commence à le sentir physiquement. Voyez-vous? Mais ça se manifeste comme des douleurs? Si, ça se manifeste. À l'endroit où se trouve le foie? Exactement, au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, du côté droit, de l'insomnie, des nausées, des vomissements, des palus répétés, voyez, un peu une constipation chronique, des œdèmes aux pieds. Et pour aller plus loin, il peut même avoir la cirrhose de foie, le cancer de foie ou de l'acide. Quand on parle d'acide, c'est ceux-là qui ont le ventre ballonné, et qui sont maigres, tout le corps est maigre, mais le ventre est ballonné. Voyez, et généralement, ils vont faire des pensions à l'hôpital et tout ça. Vous avez cité là 4 types d'hépatite, n'est-ce pas? 5 types d'hépatite. 5 types d'hépatite. Quels sont les types les plus sévères? Le type d'hépatite le plus sévère, c'est l'hépatite C. Vous voyez, l'hépatite C, c'est vraiment complexe, mais néanmoins, il y a aussi d'autres types, tels que l'hépatite A, qui se transmet généralement par ceux-là par des aliments infectés ou ceux-là qui vont au besoin et qui ne lavent pas bien leurs mains et tout ça, c'est un peu ça. Et voilà, l'hépatite B aussi suit après l'hépatite A, et qui aussi généralement cause beaucoup de problèmes dans la société. D'accord, là nous sommes rassurés parce qu'il y a des traitements possibles. Effectivement, chez vous. Oui, il y a des traitements. Coach, donc vous avez
un cabinet, là où ceux qui souffrent d'hépatite, quelle que soit la forme, peuvent se faire traiter. C'est exact, oui. D'accord, parlons du traitement. Déjà, avant de parler du traitement, il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir vraiment que je suis porteur du virus ou pas. La seule chose qui peut vraiment permettre de savoir si tu as le virus en toi, c'est d'aller faire les examens. Vous voyez, tu vas faire le dépistage, voir si vraiment tu as le virus ou pas. Tu peux ne pas avoir le virus de l'hépatite et faire la maladie du foie. Parce que l'hépatite aussi, c'est une maladie du foie. Voyez-vous un peu? Voilà, à cause d'une mauvaise alimentation, mauvais comportement hygiénique vis-à-vis de tout ça, le foie peut avoir une inflammation du foie et beaucoup de problèmes peuvent survenir après. Donc, pour ceux-là qui savent déjà qu'ils ont le virus de l'hépatite, ils viennent nous voir dans nos locaux. On passe à une consultation. Avec des examens à l'appui. Avec des examens. Vos produits sont à base de plantes? Oui, 100% plantes, 100% naturelles. C'est ce que nous faisons depuis déjà des dizaines d'années. Parce que bon, là, il y a des examens médicaux que vous avez envoyés qui certifient qu'il y a des personnes qui sont passées par votre cabinet qui sont guéries. Ouais. Voilà. Effectivement, par rapport à ça, il y a plein de témoignages déjà parce qu'on n'est pas à notre début. Et c'est pas moi qui ai envoyé le truc parce que c'est dans la famille. D'accord. Vous voyez, donc voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, la bonne nouvelle, nous allons donner le numéro, donc votre contact qui va s'afficher au bas de l'écran et tous ceux qui ce matin nous suivent et qui se retrouvent dans ce que vous avez dit concernant les maladies de l'hépatite virale peuvent vous contacter au 05 64 76 48 71. C'est correct? C'est exact. D'accord. Les contacts sont au bas de l'écran. Merci infiniment, coach, d'être venu sur notre plateau. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous proposer. Gardez surtout une très bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse.